Madame, Monsieur, soyez le bienvenu dans notre nouvelle visioconférence organisée par CRI Voix des Victimes en collaboration, en partenariat avec l'Institut Kalima.org. Honoré de recevoir avec vous aujourd'hui notre cher ami, Dr Rachid Brahim, sociologue, chercheur au Centre national de recherche à l'Université de Paris et à l'Université de Nice. Aussi honoré par la présence de notre cher ami Dr Malik Bezouh, honoré par la présence de notre référent scientifique, professeur Boumediene Ben Yahya. Aujourd'hui, on va essayer de traiter avec Madame Dr Rachida Brahim le sujet des crimes racistes, la race tue deux fois les crimes racistes en France, mais je pense que ces crimes racistes dépassent la détermination des limites géographiques de la France, parce qu'on voit une sorte de stéréotype des crimes racistes et des actes racistes en Europe surtout vers les musulmans, vers les minorités fragiles, vers les immigrés, etc. Alors, avant de céder la parole à notre cher docteur Rachid Ibrahim, permettez-moi de céder la parole à notre ami, notre référent scientifique, professeur Boumediene Ben Yahya. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je vous remercie, docteur Dari, pour l'organisation de cette conférence avec docteur Rachid Ibrahim. Plus personnellement, j'ai eu le plaisir de feuilleter, même si j'étais à l'étranger et dans un état de santé un peu extrêmement fragile, son ouvrage concernant cette grande question, ces longues années qu'elle a consacrées à la question de la racialisation, à la question de la race, et à cette enquête colossale sur plus de 700 cas, de cas particuliers en France notamment, et peut-être à la tête de liste dans la région marseillaise, et qui fait écho sur une réalité, une véritable réalité. Alors tout d'abord sociale, parce que Dr Rachida Ibrahim est sociologue, mais elle est aussi historienne. Et comme disent les grands spécialistes des sciences humaines, entre l'histoire et la société, il y a la vie. Donc une enquête sur la vie, sur la sacralité de la vie, la valeur de la vie et la valeur aussi, la sacralité et la dangerosité de la disparition de la vie de ces personnes sur lesquelles elle nous offre véritablement un inventaire assez inédit à travers ses travaux, à travers cette recherche qui lui a pris tant d'années. Alors, je salue Dr Rachid Ibrahim, je suis très honoré de faire votre connaissance par le biais de cette conférence et je vous souhaite la bienvenue. Certainement, vous allez avoir une vingtaine de minutes, enfin vos 13, 20, 25 minutes tranquillement pour pouvoir peut-être nous présenter de manière générale les objectifs suprêmes et inhérents. Pourquoi cette recherche? Comment elle est née et comment aujourd'hui elle se trouve, pour reprendre un des termes des commentateurs, objectivés sur la scène intellectuelle, sur la scène universitaire, sur la scène médiatique. Et puis après, peut-être dans un deuxième temps, après votre intervention, rentrer beaucoup plus dans les détails en échange, surtout que nous avons l'honneur d'avoir notre cher docteur Malik Bezouh, qui est aussi historien, spécialiste et qui s'intéresse aussi à ces questions de loin et de près depuis très très longtemps. Sans oublier bien sûr les auditeurs et les auditrices qui, au fil du temps, arriveront ou surtout. Oui, notre ami et partenaire aussi, Mourith Hussein de la Fondation islamique et culturelle d'Al Bayt de Genève, FICA. Oui. Absolument, docteur Dari. Et je disais qu'ils viendront et qui auront l'occasion de regarder votre intervention, docteur Rachid Ibrahim, plus tard, voire nous transmettre les questions, les commentaires que nous-mêmes vous transmettrons par la suite.
je vais très très vite, avant de vous donner la parole, cher docteur, revenir sur le titre de cet ouvrage, sur le titre de ce travail, La race tue deux fois, un titre assez, alors je dirais pas provocateur, mais intensément réel et à la fois imagé. Hein, il touche immédiatement notre imaginaire individuel et social, et au-delà, et nous projette dans une réalité déjà qui est absolument amère. Une histoire des crimes racistes. Je rappelle que cet ouvrage est paru chez les éditions Sileps en 2021, tout récemment, l'année dernière. Et autour de ce titre, docteur, est-ce que ce n'est pas seulement une question, alors vous traitez bien sûr dans l'ouvrage la question de la racialisation, des cas, etc. Est-ce que ce n'est pas une question plutôt, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti, je l'ai reçu, c'est plus qu'un travail d'enquête de terrain, de sociologie universitaire et académique de haut rang, c'est peut-être aussi un travail qui appelle, qui interpelle la politique sociale de manière frontale. Et depuis très très longtemps, et vous le rappelez, entre parenthèses de 1977-1970, si j'ai bien retenu, jusqu'à l'année 2000, hein, au travers de tous ces événements. Comme première question, à vous, docteur, à vous la parole, et je vous remercie pour votre présence et votre exposé. Prenez le temps qui vous faudra, et puis après, on peaufinera, si vous voulez, avec des questions avec les intervenants qui sont présents. Merci beaucoup pour votre présence, docteur. C'est moi qui vous remercie beaucoup pour votre invitation. Je suis vraiment honorée d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai la voix qui déraille un peu, mais je suis un peu malade. Je vais quand même réussir à intervenir. On est dans le même cadre. Je compatis. Je suis vraiment très, très contente d'être avec vous. Ça a été reporté une première fois et je suis vraiment ravie que ça puisse se faire finalement. Et j'ai beaucoup apprécié la manière dont vous avez introduit le propos. Que derrière ce travail sur des crimes, sur la violence, sur la mort, il y avait un souci de la vie, évidemment, de la beauté, de la sacralité de la vie. C'est un travail à la fois très politique, mais aussi très spirituel, fondamentalement spirituel et ancré dans une soif de beauté, de justice et d'égalité, évidemment. Concernant le titre, oui, il y a ça aussi, ça rejoint ce que je viens de dire à l'instant, il y a une nécessité d'éveiller les consciences, d'interpeller ceux qui gouvernent, évidemment, et qui sont censés faire société, pour que la société puisse se faire, sur cette question qui est essentielle, qui est malmenée depuis trop longtemps et qui continue à être beaucoup instrumentalisée. On l'a vu encore très récemment. Et donc le titre était volontairement, oui, disons clair, assez clair. Le propos était résumé très, très clairement dans le titre. Mais il s'avère que ce titre, je le dois aussi je le dois surtout, et tout le livre, on le doit aux personnes qui ont eu la gentillesse de me raconter, qui ont eu la gentillesse, la force de résister, la dignité suffisante pour pouvoir encore formuler des mots autour de cette violence-là et avoir la capacité aussi à transmettre ça à d'autres générations. Et donc, ce sont essentiellement alors souvent, je les présente comme des militants, mais avant d'être des militants, c'est-à-dire qu'ils sont devenus militants par la force des choses, en fait. Ils sont pas nés en se disant, on va être militant, c'est pas une carrière en soi qu'on choisit comme ça, mais les événements de l'histoire a fait d'eux des militants. Et c'est à eux qu'on doit cette parole, cette idée que la race tue deux fois. Donc, ils ne le disaient pas comme ça, mais ce qu'ils m'exprimaient quand je les ai rencontrés, donc au début de cette enquête dans les années 2010, c'est qu'il y avait des crimes racistes impunis. C'est la phrase qui revenait très souvent dans leurs paroles, dans leur bouche. Moi, à l'époque, j'ai travaillé dans les quartiers nord de Marseille. Je débarquais à Marseille, je ne suis pas originaire de Marseille. Et donc, il répétait cette phrase, les crimes racistes impunis, les crimes racistes impunis. Et puis, il donnait des exemples. Et les premiers exemples, dans leur mémoire, remontaient aux années 70. Donc, c'est des personnes qui ont actuellement une soixantaine d'années à peu près. On a 20 ans d'écart. Et cette idée de crime raciste impuni,
Ces trois mots alignés m'a beaucoup interpellée. Et je ne voyais pas comment c'était possible que des crimes soient impunis dans un système démocratique, dans un pays où il y a un système judiciaire qui est en place depuis de longues années et qui devrait a priori fonctionner. Il y avait une énigme là qui était difficilement... je ne pouvais pas à la fois entendre, je ne pouvais pas comprendre ce qu'il me racontait, je le croyais évidemment sur parole, mais je ne comprenais pas ce qu'il disait. Et l'enquête a commencé comme ça, en voulant comprendre de quoi il parlait. Et au fur et à mesure, il y a eu donc la nécessité de confronter leurs paroles à des faits, à des traces matérielles, parce que la parole, elle a surtout la parole des personnes qui ont été minorisées, rendues subalternes, elle a une faculté c'est très facile de la disqualifier en fait. Donc la parole, m'appuyer sur leur parole ne suffisait pas pour faire une thèse, et il fallait absolument que je trouve des faits probants et matériels, des preuves en fait, pour étayer leurs propos. Et donc j'ai été voir dans les archives, et j'ai consulté les archives de la presse, les archives associatives, les archives de la police quand c'était possible, des renseignements généraux, du ministère de l'Intérieur, du Parlement. Donc j'ai fait environ 80 cartons d'archives, disons. Sur plusieurs années, ça m'a pris 5 ans, 7 ans, avec des coupures évidemment. Mais tous ces cartons amassés au fur et à mesure, j'ai déterré comme ça 731 cas de crimes racistes, ou de crimes d'agression, de crimes dénoncés comme étant racistes par ces mêmes personnes qui étaient tout de suite impactées. Et puis j'ai confronté ça aux paroles des pouvoirs publics face à ces crimes-là, à ces différentes morts, qu'est devenue la parole de ceux qui ont dénoncé ces violences-là. Qu'est-ce qu'elle est devenue une fois qu'elle est entrée dans l'arène parlementaire, par exemple, une fois que le Parlement s'est réuni, qu'est-ce que devient cette parole? Comment elle est entendue ou pas entendue, ou malmenée ou disqualifiée? Au contraire, est-ce qu'il y a effectivement des lois? À quel moment ça déraille? À quel moment il est possible qu'un crime soit impuni en France? En l'occurrence en France. C'est un constat qui vaut pour d'autres sociétés, évidemment, d'autres pays. Et donc tout ça m'a fondamentalement amené à interroger le rôle du droit, en fait. Le rôle du droit dans la production des inégalités liées à la question du racisme, à la question raciale, et surtout le rôle du droit dans le maintien. Comment le droit peut à la fois produire des inégalités et maintenir les inégalités. C'était la grande énigme pour moi. Comment le droit pouvait faire une chose pareille. Grande énigme parce qu'à l'époque, je n'étais pas sociologue et ne connaissant rien à la sociologie, c'était, et étant une enfant, une élève, une étudiante normale dans un système qui se présente d'une certaine forme, c'était vraiment une énigme saisissante. Et cette emblématique qui était du coup très dérangeante à plein d'endroits, j'imagine, parce qu'elle vient interroger un système, elle vient interroger les inégalités structurelles dans un État, et elle vient interroger l'État lui-même, en fait. Comment l'État produit des inégalités, comment il les reproduit sans cesse, par quel truchement il arrive à faire ça. Donc c'est une recherche qui est très dérangeante à plus d'un titre, j'entends bien, et je l'ai senti à différents moments aussi, dans la recherche et puis après. Et ce qu'il en est ressorti, donc, c'est qu'effectivement, il y a eu des crimes racistes dans cette période-là qui continuent, parce que j'ai étudié ces 30 ans-là, mais évidemment, ça commence bien avant, ça se perpétue bien après. Il y a des violences qui ont été faites par des groupements ouvertement se déclarant des mouvements d'extrême droite, néo-nazis, etc. Pendant juste l'après-guerre d'indépendance algérienne notamment, et bien par la suite après, il y a des violences qui sont liées à des altercations dans des situations très précises et quotidiennes, par exemple un voisin qui veut protéger sa voiture, sa maison, sa femme, des choses très précises, et vraiment des altercations de la vie quotidienne en fait, et qui dégénèrent complètement parce qu'en face, le maghrébin supposé dangereux. Et puis le troisième grand type de violence, c'est ce qu'on appelle les violences disciplinaires, policières, mais pas que. Il y a la volonté de contrôler un corps qui est supposé déviant, alors que le corps en question n'a rien fait, strictement rien fait, si ce n'est passé dans la rue. Mais dans la tête de celui qui va intervenir, c'est un corps déviant qu'il faut contrôler. Donc il y a les policiers, il y a aussi des douaniers, ou alors des fois il y a des personnels hospitaliers. Et là, c'est particulier parce que c'est pas une mort, c'est une mort par négligence, c'est-à-dire que la plainte de l'Algérien qui vient, ou du Marocain qui vient se chercher un soin à l'hôpital, une prise en charge thérapeutique, elle n'est pas prise au sérieux et la personne est renvoyée chez elle. Et j'ai le souvenir d'un homme qui est mort sur un parking de l'hôpital parce qu'il n'a pas été pris au sérieux. On voit des morts par négligence. Donc il y a ces trois grands types idéologiques, situationnels, disciplinaires qui se mettent en place. Et des gamins, la première victime a 4 ans dans les 730 cas. Un gamin qui jouait dans une cité et puis le voisin a tiré.
Il a tiré parce que des enfants jouaient avec des pétards et ça le dérangeait. Il s'avère qu'il a tiré, il n'a pas tiré sur les gamins qui jouaient au pétard, il a tiré tout simplement sur des enfants qui étaient là. Et donc la victime a 4 ans. Et après, c'est des hommes qui ont 60 ans et majoritairement, entre 4 ans et 60 ans, ce sont des hommes. Il y a 10 cas de femmes sur les 730 cas. Des hommes, oui, majoritairement des hommes. Dans les régions industrielles, ouvrières, de main-d'œuvre immigrée en France. Et la question du droit, elle est intervenue quand j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui reliait ces victimes, en fait. C'est quoi le lien entre ces hommes? Pourquoi eux, ils meurent? Pourquoi ils meurent de cette manière-là, surtout? Et donc, j'ai été voir la politique d'immigration française et les archives de la politique d'immigration française et la manière dont elles ont été pensées, ces politiques, dont elles ont été discutées au sein du Parlement. Et ce qui se trace, en fait, quand on regarde ces politiques, ces décrets, ces ordonnances qui essayent de contrôler l'immigration en France, c'est un long processus de stigmatisation, de racialisation. C'est-à-dire qu'au cours des différentes lois, depuis les indépendances africaines, il y a eu toute une volonté de freiner l'immigration africaine. La vraie volonté fondamentale, c'est de freiner cette immigration qui était perçue encore selon des préjugés racistes, avec l'idée que ces immigrés-là ne pourraient jamais s'intégrer, ne pourraient jamais s'assimiler, et leurs enfants non plus. Donc, il y a un parti pris, une politique qui consiste à freiner cette immigration par des moyens, alors c'est dur à dire aussi brutalement parce qu'il faudrait vraiment voir dans le détail de comment ça se passe, mais clairement, il y a des notes des hauts fonctionnaires de l'immigration qui vont manipuler des chiffres, par exemple sur l'immigration subsaharienne, africaine subsaharienne, qui est une immigration vraiment minoritaire, c'est 3% des migrants dans les 70 par exemple. Ils vont manipuler ce chiffre en disant que cette immigration-là, elle est particulièrement problématique en France parce que c'est des gens qui sont fondamentalement insalubres. Et donc, ils ramènent de la tuberculose, ils vivent dans des bidonvilles, ça crée une atmosphère de danger pour la santé publique, en fait. Donc, il faut absolument freiner cette immigration. Conclusion, freinons cette immigration. Mais tout l'argumentaire est basé sur une manipulation de chiffres et de faits. C'est-à-dire que l'argumentaire ne va pas avec les chiffres qui sont au-dessus, par exemple, dans le tableau dessus. On voit que c'est une minorité de migrants et que d'un point de vue des maladies, c'est aussi la minorité. Et pourtant, ils sont présentés comme étant le grand problème de l'immigration en France en lien avec la salubrité. Les Algériens, eux, sont beaucoup associés à la question de la délinquance. Si les Algériens en France, on va avoir un problème d'ordre public et donc pas de santé publique. Donc, on associe comme ça des origines précises à un problème public précis. Un problème public qui est lié à tout à fait autre chose. Et c'est comme ça qu'on va catégoriser, stigmatiser et rendre responsable des personnes d'un problème social. Donc la grande création des problèmes publics, en fait, il s'agit de ça. Et de la stigmatisation, bien sûr. Et tout ça, si je parle de race, c'est parce que tout ça est lié à un prélèvement de critères physiques ou culturels. La race, c'est-à-dire que la race, c'est comment on va prélever des traits ordinaires, physiques, culturels d'une personne, leur associer une valeur négative pour inférioriser le groupe et produire des inégalités. C'est ça la race. Et cette chose-là, même si elle est feutrée, même si les termes sont beaucoup moins brutaux, à partir de l'indépendance, à partir de la période de la fin du nazisme en fait, et encore plus à partir de l'indépendance, c'est exactement la même chose qui perdure en fait depuis la période coloniale. C'est ce même fil qui est tiré, qui prend différentes formes, mais c'est vraiment ce même fil, ce même procédé qui est en jeu en fait, ce même processus. Et donc, elle nous dit ça, cette politique d'immigration, jusqu'à, bien sûr, je passe toutes les politiques à viser, donc de freiner l'immigration africaine, mais jusqu'à, bien sûr, à la création de l'espace Schengen, de la forteresse européenne et à cet état de fait actuellement où on n'a plus besoin qu'un crime raciste soit commis sur le territoire français parce qu'on a désigné un problème, les Africains, et on les laisse simplement mourir en mer. Il n'y a plus besoin qu'il y ait un crime, il n'y a plus besoin qu'il y ait quelqu'un qui prenne une arme ici pour défendre la société du danger africain, entre guillemets. Il suffit de désigner le danger potentiel et juste de ne pas prêter assistance. En fait. Donc ça montre aussi le degré de sophistication de l'usage de la race, de l'emploi de la race et du racisme, en fait, fondamentalement. Voilà ce qu'elle dit pour moi, avec mon regard aussi, bien sûr, d'Algérienne, d'enfant d'Algérien, mon regard de sociologue, d'historienne, ce que me dit la politique d'immigration française. Et après, j'ai été voir du côté des lois antiracistes. Manifestement, s'il y a racisme, il y a des lois antiracistes dans un pays démocratique. Donc, qu'est-ce que disent ces lois? Qu'est-ce qu'elles ont fait par rapport à ce problème précis des crimes racistes, sachant que les personnes concernées sont devenues militantes par la force des choses, c'est-à-dire les maires
victimes, les frères et les pères sont devenus des militants par la force des choses et sont devenus aussi des agents du changement social et politique dans ce pays, des porteurs de démocratie, des porteurs d'égalité. Et ça a un prix qui se paye cher, mais quoi qu'il en soit, ils ont régulièrement dénoncé les crimes racistes et l'impunité, parce que ce qui se passe, c'est que dans la majorité des cas, c'était des non-lieux, des acquittements ou des peines légères avec sursis. C'est ça, cette idée derrière impunité, en fait, il y a ça concrètement. Non-lieu, acquittement, peine légère, c'est-à-dire 5 ans avec 2-3 ans de sursis, ou 3 ans avec 2 ans de sursis, il n'y a pas vraiment. Impunité, ça veut dire ça. Et donc, ils ont demandé régulièrement, dans les années 70, années 80, 90, 2000 jusqu'à aujourd'hui, une loi qui permette de mettre en procès le racisme meurtrier et qui permette donc de donner un signal fort dans la société pour que ça n'arrive plus. Et il y a 4 lois en France qui régissent la question du racisme et qui essaient évidemment de prôner l'antiracisme. La première est de 72, elle est considérée comme le pilier, le socle des lois antiracistes françaises, parce qu'à l'époque, c'est l'ONU qui demande à la France de se mettre à jour, de mettre son appareil législatif à jour, parce que la dernière loi française date de 1889, et après il y a eu un décret en 1939, mais c'est vraiment un minima, et donc l'ONU, vu qu'il y a eu la colonisation, la fin de la période coloniale, demande à la France de se mettre à jour et à différents pays. La France refuse d'abord en disant qu'elle est tout à fait à jour, qu'elle n'a pas besoin d'une loi antiraciste, alors qu'on est dans une période où il y a beaucoup de crimes racistes, que l'État français est au courant, parce que l'Algérie, c'est-à-dire que les consuls ici, en fait, chez qui les Algériens vont se plaindre, dressent des listes, envoient à l'Algérie fait des listes entières d'agressions et de crimes racistes, avec le nom des victimes, avec la manière dont elles sont mortes, en fait, et demande à la France des comptes. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cadre d'une tension diplomatique très liée, bien sûr, à la main-d'œuvre immigrée, au pétrole, etc. Et donc, il y a les crimes racistes ont servi aussi d'enjeu de négociation, disons, dans ces débats diplomatiques. Et l'Algérie demande ce qui se passe, et elle demande des comptes à la France, et la France, le ministère de l'Intérieur français, va demander à tous les préfets de faire remonter les incidents impliquant des Nord-Africains. Et ce qu'on voit là, c'est toute une chaîne qui se met en place, une chaîne administrative, une chaîne faite de petits fonctionnaires de police dans les départements, dans des villages des fois, jusqu'au ministère de l'Intérieur. Et toute cette chaîne-là de fonctionnaires va réécrire les faits. Ce que je lis, moi, c'est une réécriture des faits. J'ai la version de la victime, j'ai la version du consul, la version de l'Algérie. Et bien sûr, celle qui, à mes yeux, est la plus valable, la plus probante, parce qu'elle est dépourvue de jeu politique, c'est la parole de la victime elle-même ou de la famille de la victime. Et bon, ce qui est écrit, c'est une violence inouïe qui ne repose sur rien, si ce n'est des préjugés, et une peur, bien sûr, certaine, et des préjugés. Et donc après, je vois comment le policier a tout fait pour gommer toute trace de racisme. Donc c'est des règlements de compte, c'est des disputes à la sortie d'un bar parce qu'il y avait de l'ivresse, c'est parce que l'Algérien était un peu vindicatif, parce qu'il a regardé un peu de travers, parce que les Algériens sont nerveux, enfin des arguments de ce type. Ils sont fragiles des nerfs, enfin des choses comme ça. Un ensemble d'arguments qui écartent toute possibilité de racisme de la part de l'auteur des faits. Et quand ce n'est pas très bien fait par le policier, c'est repris par le préfet. Et après, le ministère de l'Intérieur, lui, se charge de tout reprendre en gommant tout. Mais le mot racisme n'apparaît jamais, en fait. Jamais. C'est seulement ce qu'ils appellent des violences de droit commun. Donc, c'était des violences ordinaires qui n'ont strictement rien à voir avec l'origine de la personne. Il n'y a pas de racisme en France, c'est le mot d'ordre. Donc, quand cette loi 72 arrive, on s'appuie sur ces études faites par le ministère de l'Intérieur avec tous les préfets qui sont en scène. Et on dit, mais il n'y a pas besoin de loi antiraciste parce qu'il n'y a pas de racisme en France. Donc, on va se contenter de voter une loi, mais parce que la France espère un siège à l'ONU, dans une visée très stratégique, pas du tout pour favoriser la paix sociale, disons. Et on fait une loi de minima, on va voter sur on va condamner la parole raciste, l'incitation à la haine, ce genre de choses. Et on invisibilise totalement la question des crimes racistes qui sont à ce moment-là très forts parce qu'on est seulement 10 ans après la guerre d'Algérie. Donc la guerre continue, y compris en temps de paix, parce que ça ne se passe pas seulement avec un décret. Et après, il y a une autre loi en 85 qui est très importante aussi parce qu'en fait, elle a été demandée par les familles des victimes. En 83, il y a eu la Grande Marche pour l'égalité contre le racisme qui a été très fortement suivie par les médias en France, notamment parce qu'il y a eu beaucoup de crimes à cette époque aussi. Et la parole des enfants d'émigrés, des parents, c'était on veut une loi qui permette de mettre le racisme meurtrier en procès. C'était très clair. Cette demande a été retravaillée par
des associations militantes qui étaient plus en lien avec l'État français à ce moment-là, etc. Et puis ça a donné autre chose et cette idée d'une loi a plus ou moins été écartée. Il y a quand même eu un texte de loi qui est sorti en 85, à nouveau parce qu'il y a une manifestation renouvelée, mais ce n'est pas ce qui était demandé. On a permis en fait aux familles des victimes de se porter partie civile. Ce n'est pas ce qui était demandé, c'est ce qui a été donné. Donc, on entend la demande et en même temps on ne l'entend pas. On l'entend et puis on la disqualifie assez rapidement, on en fait un bruit, on dit que techniquement c'est très difficile de légiférer là-dessus. Et donc on ne peut pas vraiment faire de loi là-dessus, mais on veut bien que vous soyez partie civile, sauf que on ne va pas reconnaître les assos qui ont moins de 5 ans d'existence. Donc à l'époque-là, tout le monde ne peut pas être association parce que le statut d'étranger, etc. Et c'est plutôt les structures historiques de l'antiracisme, la LDH, le MRAP, SOS Racisme, etc., oui, qui peuvent se porter partie civile, mais ce n'est pas les familles des victimes. Donc à nouveau, il y a un manque cruel sur une demande qui était d'une extrême importance, d'un point de vue social, pour l'ensemble de la société, j'entends, pas seulement pour les victimes. C'est une question, bien sûr, qui concerne tout le monde. Et en 90, la loi Guesso, à nouveau, grande loi antiraciste, elle a été posée par des communistes. Ils demandent expressément, le but de cette loi, c'était une loi pour légiférer sur les crimes racistes. C'était le but premier. Elle a été plusieurs fois retoquée. Finalement, le gouvernement s'en est saisi dans un truc très stratégique aussi pour s'opposer au FN qui montait dans les urnes à ce moment-là et les propos très racistes de Le Pen aussi à ce moment-là aussi. Et en fait, la loi a été étudiée, mais les parlementaires ont à nouveau écarté cette demande en lien avec le fait de légiférer sur le crime raciste. Ils ont remplacé ça par d'autres choses, et notamment par un article qui concerne le négationnisme, à nouveau dans une perspective très stratégique, qui visait vraiment les propos de Le Pen, dans une perspective, disons, électoraliste, en fait. Et donc, la demande, la parole, à nouveau, elle n'est pas entendue, elle est lettre morte, elle reste lettre morte, tout comme les faits, donc la race tue 2 fois, c'est-à-dire une première fois parce qu'il y a le crime, parce qu'on est violenté, puis une deuxième fois parce qu'il n'y a jamais de reconnaissance, il y a une violence psychique en fait qui est générée par l'absence de justice sur ce point en fait, qui est une violence transgénérationnelle, qui est une violence qui est faite à tout le monde en fait, donc elle tue 2 fois, voire plus. Hein. Et la 4e loi, 2003, importante aussi parce qu'elle est posée par un député UMP qui déclare dans l'argumentaire qu'il est nécessaire d'en finir avec l'impunité autour des crimes racistes. Et que pour ça, il faut faire une loi. Donc, il y a tout un discours qui est très sensé. Là où c'est extrêmement problématique, c'est que dans les débats parlementaires, donc, qui sont très longs, chacun de ces débats est extrêmement long, le grand problème de cette loi, c'est qu'elle est elle-même raciste. Et donc, c'est dur à dire qu'une loi antiraciste soit elle-même raciste, mais le fait est que l'argumentaire de ce député, c'est d'expliquer qu'il faut une loi antiraciste parce qu'en France, depuis les dernières années, il y a des actes anti-maghrébins et des actes antisémites. Donc, on fait bien attention de diviser les deux, dans une visée aussi tout à fait électoraliste et politique. Et on va insister, le député va insister, alors que les chiffres le contredisent. Il y a plus d'actes anti-maghrébins d'après les chiffres depuis plusieurs années, mais il va insister sur le fait qu'il y a 2 années où il y a un pic d'actes antisémites. Il va vraiment focaliser là-dessus, même si dans l'ensemble c'est moins nombreux, si tant est que c'est une importante. Et il va déclarer qu'en vertu de cette hausse des actes antisémites, il faut absolument faire une loi parce qu'il faut empêcher les jeunes maghrébins de violenter les jeunes juifs. Donc, on a une loi qui fait pareil que la politique de migration, qui va prendre un groupe, le stigmatiser en vertu de critères physiques, culturels, de style vestimentaire, enfin peu importe, il y a les questions des femmes voilées qui vont chercher les enfants, qui font des sorties scolaires, du terreau, qu'on constitue les cités pour l'islamisme, etc., etc. Et donc, en fait, le député à ce moment-là veut protéger la France, à nouveau, de ces Africains, de ces musulmans, de ce corps étranger au sein de la nation française, problématique. Et donc, il faut à nouveau faire le antiraciste, mais contre les Maghrébins eux-mêmes, en fait. Que dire, c'est saisissant, en fait, à quel point ça vient se nicher au sein même du mot antiraciste. Et l'autre problématique aussi de cette loi, c'est que le mobile raciste ne peut être reconnu et faire l'objet d'une circonstance aggravante uniquement si l'auteur des faits a déclaré, a énoncé un propos raciste. Ce qui, évidemment, est limité. C'est non pas toujours le cas, il n'y a évidemment pas toujours de témoins. Et ce qu'il aurait fallu faire, comme dans d'autres pays ça a été fait, c'est un inversement de la charge de la preuve, et on n'est pas encore du tout là. Donc c'est une loi qui sert à nouveau peut-être
disons, un discours, une façade, des projets politiques plus ou moins louables, mais qui ne fait pas du tout, qui ne prend pas du tout en considération la parole des citoyens, des victimes, dont une perspective démocratique et vraiment parlementaire, et donc qui ne va pas au bout de son projet, quoi. Et donc on en est toujours là, c'est-à-dire qu'elle a eu très peu d'effet cette loi, et il y a bien sûr évidemment toujours des manifestations de mobilisation dans différents quartiers, à Marseille, à Paris, enfin partout en France, dans les différents quartiers populaires, autour des crimes racistes, mais parce que ça c'est un... Il me semblait, moi, que c'était vraiment, tout comme aux militants qui se sont très vite saisis de cette question, que c'était indéniable, en fait. S'il y a mort d'homme, il y a racisme. Vous ne pouvez pas leur dire en échange, non, vous vous trompez. Vous êtes trop émotif, vous avez mal analysé la question, vous avez mal perçu, vous êtes vous victimisé, etc., etc. C'était indéniable, il y a eu mort d'homme. Et malgré tout, c'est possible de faire ça, et ces crimes racistes, en fait, ils sont seulement, disons, la face la plus saillante de tout un racisme qui est meurtrier à plus d'un titre, parce qu'il y a violence physique, mais aussi parce qu'il y a une violence symbolique récurrente, parce qu'il y a une disqualification récurrente, parce qu'il y a une subordination récurrente, une domination liée à des critères complètement raciste, c'est-à-dire qu'il vise vraiment à produire la race et à faire en sorte qu'elle puisse maintenir des personnes en situation subalterne et que leurs paroles soient tout aussi disqualifiées, quoi. Bien sûr, toute l'ampleur des discriminations aussi qui sont derrière ces crimes racistes. Voilà assez rapidement, on commence. Donc, ce que j'ai cherché, moi, c'était la structure qui permet qu'il y ait violence raciste en l'occurrence, sociale, raciste, et que cette violence puisse être reproduite assez tranquillement. Et la structure, en fait, elle vient se nicher au sein même de l'État, au sein même des lois, des politiques publiques françaises, qui ont cette capacité, comme les lois, les institutions, à produire les inégalités et à les reproduire sans cesse. Et si, au contraire, il y a égalité, s'il y a justice, c'est parce qu'il y a résistance, c'est parce qu'il y a sans cesse une parole qui parvient à émerger, à s'énoncer, à se lever, à dire des choses qui sont d'un tout autre ordre et qui sont animés par une soif, j'en reviens à ce que je disais au début, par une soif de beauté, d'intransigeance, de vie, en fait, une grande et longue déclaration pour la vie. Et c'est ça que ce travail essaie de mettre en scène à peu près. Merci pour votre écoute. Merci infiniment, Rachida Brahim, pour cet exposé à la fois synthétique et à la fois analytique, parce que vous allez aussi, vous aviez cité pas mal d'exemples qui retracent et qui se travaillent sur la structure même. Vous venez de le dire, du racisme, et qui est ancré sur le plan, et le plus étonnant, sur le plan juridique, et voire autrement dit institutionnel. Et alors j'ai peut-être deux petites questions à vous poser, mais peut-être que je passe la parole à Dr Malik, notre cher ami Malik, s'il est connecté avec nous. Peut-être il souhaite agir aussi sur cela. Alors en attendant qu'il revienne, je ne sais pas s'il est là, je ne le vois pas. J'aimerais bien, permettez-moi, Sidi Boumedine, de souhaiter le bienvenue aussi à notre cher ami Noura Karesh, le visage associatif de Genève aussi. Merci infiniment. Je salue ma chère Nora aussi au passage, cher Nabil, Maurice et tous les autres. Donc je disais, docteur, ce qui est extrêmement alarmant dans l'enquête, je dirais, capitale que vous avez. Malik Bezouh, il est avec nous maintenant. Ah ben voilà, il est venu, mais je finis juste mon propos et je lui passe la parole. Ce qui est capital et étonnamment capital pour moi, c'est ce mot que vous avez utilisé au début en introduction et puis en filigrane aussi jusqu'à la fin, c'est l'épicentre de l'impunité. Impunité qui est structurée, structurante, pour résumer, et qui nous laisse un peu sur la fin, parce que vous menez quand même une enquête jusqu'aux années 2000, mais je vois aussi dans vos propos, parce que vous travaillez sur le réel, vous êtes témoin du réel, que c'est les mêmes questions, le même constat, peut-être les mêmes conclusions que vous aviez pu avoir, continuent, persistent.
demeurent et peut-être s'ancrent davantage, s'approfondissent davantage aujourd'hui, au vu et au regard. On pourrait prendre l'exemple, et vous l'aviez cité, le hijab, le burkini, il y a hier ou avant-hier, voire même l'émergence d'une véritable force politique. Et ça, c'est aussi un phénomène qui réaffirme un petit peu la période intermédiaire des années 90, vous l'aviez bien expliqué, avec l'émergence de Le Pen et cette loi qui viendrait contrecarrer une certaine émergence de cette aura de Le Pen, avec ce qu'on appelle le parti Reconquête, ou plutôt l'éditorialiste Zemmour, qui reprend des idées, ou en tout cas qui défend des idées aujourd'hui méga supra-extrêmes, beaucoup plus extrêmes que Le Pen, que la famille Le Pen, et qui banalise du coup tous les constats et qui fait de la profanation, si vous me permettez l'expression, une sacralité avec les excès incommensurables qui sont exprimés aujourd'hui dans les idées de ce parti et de cette personnalité. Comment voyez-vous l'état des choses et ça change très très vite, tout est en mutation, vous êtes sociologue, historienne, vous le savez très très bien. Comment jugerez-vous ce phénomène, pour ne pas être seulement un phénomène, parce qu'aujourd'hui il est ancré de manière officielle dans la politique, et pour faire le pont entre le juridique, le politique et le réel du social, de la société, de la vie des individus, comment jugerez-vous cet élément additionnel dans la vie sociale, politique, économique, juridique de la France, au vu et au regard de toute cette systématisation, rationalisation des crimes depuis les années 70. Et je vous laisse le soin de répondre, docteur, et puis peut-être donner la parole juste après à notre cher Malik. Merci pour cette question et pour cette réflexion. Oui, j'ai été très inquiète, moi, de voir effectivement la place qu'occupait M. Zemmour sur la scène médiatique française, voire internationale. Oui, c'était quelque chose d'effrayant. Après, bien sûr, avec le constat que Zemmour n'est pas, c'est un produit aussi, qu'il est mis en scène, qui fait partie de ce système et que ce système le porte, en fait. Et qu'est-ce que ça dit de cette totale non prise en compte de la parole militante, de la parole des gens qui sont sur le terrain et qui dénoncent autre chose? C'est vraiment une disqualification supplémentaire, en fait, un mépris supplémentaire et une volonté supplémentaire d'asseoir un pouvoir, de dominer à nouveau par cette horreur qu'est la race, en fait, par cette horreur qu'est le racisme. C'est terrible. Et donc, il y a un côté désarmant, toujours, en fait, face à ça, face au rapport de force inégalitaire entre ceux qui sont dans le quotidien, qui essaient de faire des choses, et le rapport de force de ce système qui est extrêmement puissant, qui a des outils, des médias, des grands noms, des espaces, etc. etc. Et c'est vrai que malgré ça, il y a toujours, ce qui me désespère aussi souvent, je travaille beaucoup dans les quartiers populaires de Marseille, hein. Ce qui me désespère aussi, c'est la situation sociale, évidemment, mais bon, c'est évidemment lié, parce que dans ces quartiers, il y a majoritairement une population d'origine africaine. Je suis catastrophée par voir aussi comment ce qui est proposé, c'est des formes de mort aussi, c'est-à-dire que c'est vraiment un abandon total des citoyens, enfin de ceux qui habitent dans ces quartiers, quoi. J'ai un tas d'exemples, ça prendrait trop de temps pour les citer, mais c'est une violence inouïe ce qui se passe, en fait. C'est une violence inouïe. Cet abandon, il est absolument incroyable. Il est tellement bien ficelé, tellement bien mené. Les politiques sont tellement bien organisées pour que ça advienne et pour qu'on laisse mourir. En fait, ce qu'on posait, c'est une politique de laisser mourir, en fait, ces gens-là. À nouveau, sans qu'il y ait un crime qui soit commis, c'est plus nécessaire. Il y a tout un système qui permet juste de laisser mourir une partie de la population. Et des situations dramatiques où des gamins rentrent dans les réseaux de deal et ils viennent à peine d'entrer au collège, en fait. Donc, ce qui est proposé, c'est ou la mort dans quelques années parce qu'il y a un conflit
ou alors la prison, enfin des situations qui sont effrayantes. Et malgré ça, malgré l'ampleur du phénomène fascisant dans ce pays, malgré les situations très difficiles qu'on rencontre dans les quartiers, etc., et cette politique du laisser mourir, ce qui me redonne sans cesse du souffle et de l'énergie, c'est toujours, oui, le fait de croiser des visages, des forces, des personnes qui sont d'une ténacité, qui sont d'une transigence, qui ont un poids, en fait, malgré cette totale égalité en rapport de force, il y a quelque chose qui résiste et qui est extrêmement puissant, en fait, de la part de ces mêmes citoyens, en fait. Il y a des mouvements qui se mettent en place, il y a des coalitions, il y a des discussions à l'échelle interrégionale, internationale. On l'a vu beaucoup avec le mouvement aux États-Unis, Black Lives Matter, il y avait tout un truc qui s'est mis en place qui était très puissant, qui peut sans cesse reprendre, en fait, qui continue, en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux mondes parallèles, quoi. Il y a tout ce qui se passe d'un point de vue politique et qui est une oppression constante, et quand il y a oppression, il y a résistance, en fait. Alors seulement, la focale est beaucoup moins mise sur les résistants. On les voit beaucoup moins, ceux qui restent au quotidien. Ils n'ont pas leurs médias, ils n'ont pas leur espace pour montrer tout ce qui se passe. Des fois, il y a des coups d'éclairage de la part de certains médias, mais c'est vraiment une ligne continue, une ligne constante, et le rapport est... Il y a du répondant, il y a vraiment du répondant. Et c'est ça qui me redonne sans cesse espoir, en fait, face à ce genre de système extrêmement oppressant et qui passe son temps à amuser pour renouveler ses outils. Merci beaucoup. Cher Malik, à toi la parole, peut-être pour interagir directement avec Rachida Brahim. Bienvenue à toi. Merci. En fait, j'étais là, hein, j'ai tout oui, écouté avec beaucoup d'intérêt, sauf qu'il n'y avait pas l'image. En fait, tout ce qui vient d'être dit est très intéressant. J'ai beaucoup aimé tout le développement, comment dirais-je, concret, pratique de cette réalité des crimes racistes qui ont beaucoup marqué l'histoire de la France dans les années 70, 80, 90. Ensuite, effectivement, il y a eu une prise de conscience. Enfin, notre ami vient de le rappeler avec la marche pour l'égalité en 1983 de mémoire. Je parle sous le contrôle, donc c'était 1983. Hein. Alors, ensuite, on l'a appelé la marche des peurs, mais initialement, c'était la marche pour l'égalité et pour dire stop aux crimes racistes. Et juste un exemple pour concrétiser, pour illustrer ce propos. Moi, j'ai grandi dans cette peur des crimes racistes parce qu'on entendait régulièrement des affaires de jeunes personnes, adolescents qui étaient abattus par un voisin excédé par le bruit, ou une fameuse ratonnade, etc. Et je sais que de mémoire, quand on était adolescent, et c'est quand même terrible quand j'y repense, dans notre quartier, on s'asseyait, il y avait une murette, où avec mes amis, on s'asseyait toujours, et puis il y avait la murette, et puis devant nous, il y avait l'immense bâtiment dans lequel nos familles habitaient, l'un au premier étage, l'autre au quatrième, enfin, il y avait des portes, etc. Le bâtiment, c'est des grands bâtiments qui, bon, depuis, il a été rasé, il n'existe plus, mais c'est à Rive-de-Gier, près de Saint-Étienne. Et je sais qu'on avait toujours peur d'une chose, c'était qu'on voyait les rideaux bouger. Et ben, on restait jamais. Parce qu'on avait toujours peur que quelqu'un sorte une carabine et nous tire dessus. Et c'est vraiment concret. C'est pas, c'est parce qu'on était, on savait qu'il y avait cette réalité-là. On avait entendu qu'un jeune dans la région lyonnaise avait été abattu parce qu'un voisin, à cause du bruit, avait pris sa carabine, lui avait tiré dessus, puis l'enfant est mort. Et ce n'était pas une affaire anecdotique au sens peu significatif sur le plan statistique. C'est que dans tout le territoire national, il y avait dans les années 80-90 ces crimes racistes. Et vous l'avez très bien dit, cher ami, il y avait derrière une réponse judiciaire qui n'était pas du tout à la hauteur. Et moi, je me rappelle d'une affaire qui m'avait beaucoup frappé. On est dans la région lyonnaise, et puis il y a un homme excédé par le bruit prend son fusil de chasse et tire sur des jeunes, et il en blesse un mortellement. Et en plus, il était connu des services de police pour avoir été l'auteur de ratonnades
il était ouvertement raciste, etc. Il s'est fait arrêter par la gendarmerie. Et quand les gendarmes sont venus l'arrêter, et il s'est plaint en disant, mot à mot, hein, on va pas faire de la prison pour un bougnoul. Et c'est terrible comme phrase. Il était surpris qu'on vienne l'arrêter. Mais c'est qu'une affaire parmi d'autres. Et c'est ce qui a enclenché ensuite la marche pour l'égalité, pour dire non aux crimes racistes. Et je pense que toutes les personnes quadragénaires ont en mémoire ces histoires-là, parce que moi, gamin, en tout cas adolescent, on avait peur des rideaux qui bougeaient. On avait toujours cette peur que des... moi, j'ai été victime, j'ai vu physiquement un ami à moi être victime d'une ratonnade. Je ne l'ai pas vu physiquement, mais c'était mon ami d'enfance. On avait été dans un bal populaire. Alors, il faut imaginer une petite ville près de Saint-Étienne, avec beaucoup de petits villages très, comment dirais-je, très ruraux, donc plutôt conservateurs, j'allais dire, et c'est pas péjoratif, hein, mais on avait été à ce bal populaire et on devait avoir 15-16 ans, un peu moins peut-être, oui 15-16 ans parce que j'étais en seconde, et on sentait qu'il y avait une mauvaise ambiance. On nous regardait vraiment de travers. Et alors, notre petit groupe, on était 5-6 personnes, 2 Français de souche, 2 ou 3 Français de souche, et puis 3 ou 4 Français d'origine maghrébine comme moi. Et puis mon ami Hakim, qui est lui-même d'origine maghrébine. Mais on sentait qu'il y avait une mauvaise ambiance. Les regards étaient très, très hostiles. Donc, on a décidé de partir. On n'est pas resté, mais mon ami Hakim, pensant qu'il avait, comment dirais-je, un certain succès avec une des filles qui dansait, pour lequel il a eu un coup de cœur, il s'est dit, moi, je vais rester. Bon, il est resté. Et c'est terrible ce qui s'est passé. C'est terrible parce que nous, quand on est partis, à la fin de la fête, les jeunes de ce petit village, donc tous français de souche, hein, lui sont tombés dessus et ils l'ont massacré. Ils l'ont massacré, mais c'est pas simplement. Alors, c'est une ratonnade, mais ils l'ont frappé, ils l'ont laissé gisant par terre, dans le coma. Et les secours sont venus. Il était dans le coma. Hein, et il est resté peut-être une dizaine de jours dans le coma, ou plus. Il était entre la vie et la mort. Hein. Et c'est un ami d'enfance. Il était avec moi en 6e, en 5e, jusqu'en 4e. Et c'était un bon élève, avec beaucoup de potentiel, très vivant, etc. Et ben, il a survécu à ça, mais avec des blessures neurologiques irréversibles. Et mentalement, il est devenu un peu végétatif. Il a beaucoup, beaucoup perdu intellectuellement. Il est devenu plus tard SDF, il a sombré dans la drogue, mais en étant très diminué sur le plan neurologique. Et il s'en est jamais remis. Donc, quand vous parlez de crimes racistes, j'allais dire, j'en suis, oui, j'ai cette mémoire-là, mais je rajouterais aussi maintenant, ça c'est, voilà, quelques exemples dramatiques illustrant votre propos, cher ami, mais je tiens aussi à dire que c'est aussi ce qui a expliqué l'envie d'écrire mon premier bouquin, France Islam, le choc des préjugés, pour comprendre le rapport entre la France et l'altérité arabe. Pourquoi en France, effectivement, le regard posé sur l'altérité arabe est compliqué pour le moins. Et donc, après des années de recherche, j'en suis arrivé à des conclusions qu'il y a le poids de l'histoire, le poids des préjugés. Et je veux juste illustrer ce propos-là par des citations d'auteurs célèbres. Guy de Maupassant qui affirme la phrase suivante, qui dit arabe dit voleur sans exception. Ou bien la définition du Larousse de 1935. Alors, le Larousse de 1935, c'est pas très vieux. Et vous avez la définition du mot arabe, alors arabe, 1935. Et le Larousse est quand même un dictionnaire quasi institutionnel. La définition du mot arabe dans le Larousse de 1935, c'est la suivante. Arabe, je cite, race belliqueuse, violente et superstitieuse.
c'est dire, et on est en 1935, il faut voir les autres dictionnaires, parce que je me suis amusé à étudier tous les dictionnaires à partir de la Renaissance, l'époque où les premiers dictionnaires émergent, jusqu'au dernier dictionnaire. Il faut attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que les choses commencent à changer. Mais la perception de l'altérité arabe dans la littérature française, dans les ouvrages institutionnels, comme le dictionnaire que je viens de citer, est quand même porteuse, a nourri dans l'imaginaire collectif français une perception négative, voire très négative de l'altérité arabe, et je dirais même de l'altérité arabo-musulmane. Si vous rajoutez à ça le conflit colonial très dur, la guerre d'Algérie, on arrive à une situation qui, j'allais dire, explique, ou en tout cas donne des pistes pour comprendre pourquoi, parce qu'il y a eu aussi tout le racisme de la guerre d'Algérie, le racisme colonial. Ce monsieur qu'on vient embarquer pour avoir tué un jeune Français d'origine maghrébine se plaint et s'étonne quand on vient l'arrêter. Après tout, il a fait qu'abattre un bougnoul. Et il y a une autre affaire aussi, et je m'arrêterai là, qui m'a bouleversé. C'est un harki dont le fils va être abattu. Parce que les harkis aussi, une fois arrivés en France, aussi seront victimes de racisme, en tout cas leurs enfants vont aussi être victimes, parce que le racisme anti-maghrébin, ce que j'appelle aussi l'arabophobie, ne s'arrête pas, comment dirais-je, lorsque quelqu'un a des préjugés anti-arabes, il ne va pas se dire « Ah, il est peut-être harki, donc il est peut-être de notre côté ». Enfin, voilà. Et donc, le fils d'un harki vient dans un bar pour consommer. On est peut-être dans les années 70, fin des années 70. Il vient consommer une boisson et le responsable du bar lui dit ouvertement et de façon très agressive, on ne sert pas les bicots ici. Et alors le jeune se plaint en protestant, c'est inacceptable, etc. Et le responsable du bar sort son fusil et lui tire, mais à bout portant, en pleine tête. Le jeune, bien sûr, le jeune meurt et il y a un procès. Et ça rejoint tout à fait ce que vous dites. L'avocat va défendre ce monsieur qui a abattu un jeune Français d'origine maghrébine, fils de harki. Le papa, donc le harki, est là et il écoute la plaidoirie. Et l'avocat dit, et c'est terrible, messieurs, mesdames les jurys, sachez que vous avez ici, dans le box des accusés, un bon père de famille qui n'a pas de casier judiciaire, à qui on ne peut rien lui reprocher, qui a mené une vie tout à fait exemplaire, etc. Il est comme vous, et comme vous et moi, un bon père de famille, et niant complètement la réalité du drame, quand même, d'un assassinat. Et donc, il va mener, a priori, une bonne plaidoirie, parce qu'il va toucher les jurys, et finalement, il va s'en sortir avec des condamnations, mais avec du sursis, peut-être avec une mise à l'épreuve, en tout cas avec une peine dérisoire, peut-être 1 ou 2 ans de prison ferme. Je n'ai pas le verdict en tête, mais c'est absolument dérisoire. Un journaliste de mémoire avait dit, peut-être que pour un chien, il aurait pris plus de prison que cela. Et bien, figurez-vous que le harki, on va le retrouver quelques jours après, pendu, le papa, pendu dans sa chambre. Et cette histoire, moi, va me bouleverser, parce que je vais me dire, je ne vais cesser de penser à ce harki qui a subi comment dirais-je, le statut des harkis est très compliqué, ce qu'ils vivent dans leur tête. Il ne s'agit pas de parler des harkis ici, ce n'est pas le dossier, mais ce que je veux dire, c'est qu'on imagine le désarroi de ce papa qui peut-être a tout donné pour la France, je ne sais pas quelle est son histoire, et qui se retrouve récompensé, entre guillemets, mais de la pire des façons. On lui arrache son fils, sa vie, et puis on lui dit « Oh, bon, votre fils, finalement, c'est qu'un bougnoul ». Bon, donc, c'est pas ce qui a été dit, évidemment, mais pour lui, c'est sûrement ce qu'il a dû ressentir au fond de lui-même, et il s'est pendu. Donc voilà, pardon, je me suis un peu étalé, mais voilà, je rejoins vos propos, et c'est une réalité, effectivement, qu'on occulte, mais qui s'explique aussi par ce rapport compliqué et historique, chargé de préjugés de la France vis-à-vis de l'altérité arabe. Merci, cher Malik. Peut-être, docteur Rachid Abrahim, revenir sur
sur quelques propos de Dr Malik. Je ne sais pas, est-ce que Dr Brahim préfère prendre les questions une fois pour toutes ou il y aura moi, puis Mourad Hussein de FICA. Qu'est-ce que vous préférez, Madame Brahim? Oui, non, je pensais bien si chacun s'exprime, c'est bien. Des questions, des réflexions, des remarques, des partages. Oui, et après, pour moi, Docteur Brahim, d'abord, merci infiniment pour votre présentation scientifique riche de témoignages, de méthodologie et tout. On ne peut pas cacher que les musulmans sont les victimes les plus exposées, ce sont les victimes les plus exposées de la crime raciste. Est-ce que vous pensez que les musulmans sont responsables à cause de cette vulnérabilité sociétale des musulmans? Ils ont la responsabilité de ça, l'absence d'organisation, l'absence de structuration, l'absence de regroupement structuré, et nous sommes dominés parfois par des responsables qui cherchent que leurs intérêts. J'ai vu par exemple en Suisse, il y avait un responsable d'une fêtière qui n'a jamais défendu les musulmans ou parler de racisme vers les musulmans, et il court derrière, je m'excuse, la reconnaissance comme un chien, et il est devenu un musulman de service, et il fait beaucoup de soucis pour les Ukrainiens, il oublie Palestine, oublie les racismes, l'islamophobie vers les musulmans, etc. Est-ce que nous sommes responsables aussi de ça? Est-ce que nous sommes responsables? Est-ce que nous avons un grand part de la responsabilité de notre vulnérabilité? Merci, cher docteur Dari. Alors, comme notre invité souhaitait avoir toutes les questions, comme ça, elle répondra de manière générale à toutes les questions. Alors, à Maurice, je donne la parole à Maurice pour qu'il pose la question à notre cher invité. Maurice, bienvenue. Alors, il y a un problème de son, Maurice. Est-ce que on ne t'entend pas? Peut-être Madame Brahim peut nous répondre. Vous m'entendez? Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, excusez-moi. Oui, j'ai pas vraiment de questions. Ça m'attriste tout ça, d'entendre aussi les témoignages. Oui, j'ai eu peut-être une expérience un peu différente en Suisse, où c'était beaucoup plus feutré, où le racisme n'était peut-être pas aussi ouverte qu'en France. C'est une question que je me pose, qui a été abordée au bout des lèvres, mais est-ce qu'on pense qu'on revient vers... parce que le docteur Malik, il a parlé des années 80 à 90 où il y a eu cette prise de conscience, mais aujourd'hui, en tout cas, par mon expérience personnelle, je trouve qu'il y a une montée du racisme et de l'islamophobie. Donc, est-ce qu'il y a eu une période en France où il y a eu une amélioration, plus de prise de conscience, de traitement des Nord-Africains et des autres communautés, et puis maintenant on replonge vers la décadence raciste? Ce serait ça ma question. Merci beaucoup, Maurice. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je ne le crois pas. Je donne la parole à notre invité. Rachida Brahim, à vous la parole, peut-être pour revenir sur les trois interventions et vos réponses à cela, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour ces partages, c'est toujours très enrichissant. En général, quand j'interviens, je fais d'abord parler les personnes qui sont dans la salle.
parce que je trouve ça plus correct d'une part, et ça me permet aussi, moi, de savoir où on se situe, quelles sont les réflexions, les besoins, en fait, faire une espèce de prise de besoin pour adapter le propos après. Donc, je vous remercie pour ces partages qui m'éclairent aussi. Concernant ce qu'a dit le premier intervenant, Malik, merci beaucoup pour ces exemples qui sont très précis et qui effectivement permettent de vraiment savoir de quoi on parle très concrètement. Je trouve ça très bien de passer par des faits, de dire ce qui s'est passé, de nommer les choses, comme vous l'avez fait très bien. Et puis en tant que témoin et en tant que victime, potentielle victime de cela, vous l'avez très bien dit. J'ai été interpellée par ce que vous disiez sur le bal populaire notamment, parce qu'il s'avère que dans les archives que j'ai feuilletées, il y avait pas mal de cas qui ont lieu dans des bals, et notamment lors du bal du 14 juillet. Bon, la fête nationale, la volonté de protéger la fête nationale, de rester entre soi, d'éliminer encore plus les Arabes à ce moment-là. Et donc des cas tout à fait dramatiques, comme vous l'avez exposé, assez récurrents au 14 juillet et puis dans les bals en général. Donc merci pour ça, et vous avez tout à fait raison. Évidemment, c'est éminemment lié à la relation entre la France et l'Algérie, entre l'Occident et l'Orient, entre le choc soi-disant des cultures, etc. Tout à fait fabriqué. Mais il y a évidemment toujours ces préjugés à l'encontre des Arabes, des Algériens, etc. Alors moi, je l'appelle la race, hein. Il n'est pas vu le nommer comme ça. Mais en sociologie, c'est vraiment un concept qu'on utilise parce qu'il permet de dire des choses aussi, de nommer précisément quelque chose. Quand on parle d'islamophobie, quand on parle de racisme anti-maghrébin, d'arabophobie, les sociologues, très peu, hein, c'est vraiment pas un concept qui est facile à employer, je comprends bien, parce qu'il est vraiment il est très dangereux, en fait. Il peut être pris dans plein de sens, donc on peut l'utiliser d'un point de vue intellectuel et scientifique comme un outil de compréhension de la réalité sociale qui permet de voir des mécanismes à l'œuvre, en fait, et c'est vraiment comme ça qu'on l'emploie comme sociologue. Il peut aussi tout à fait bien être utilisé d'une manière instrumentalisée à nouveau, y compris par des sociologues tout à fait bien pensants. Donc très délicat à manipuler. Quoi qu'il en soit, le mécanisme qu'on perçoit nous derrière en tant que sociologue avec l'outil de la sociologie, c'est vraiment la question raciale, c'est-à-dire la race, comment on va imposer une catégorie de manière macro-sociale et comment on va faire entrer des gens dans une catégorie macro-sociale sans qu'ils eux-mêmes ne soient jamais pensés dans une perspective raciale dans ces termes-là. Et donc c'est vraiment ce fil-là qui est tenu depuis la colonisation, depuis l'entreprise coloniale et même certains penseurs, notamment les penseurs décoloniaux, qui sont là tous les deux, enfin, toute la pensée coloniale qui est pas mal décrite en France, font naître cette idée de la race, en fait, ou l'usage de la race comme outil de domination au moment de la colonisation des Amériques et la naissance du capitalisme, évidemment. Et après, elle aurait été réintroduite en Europe au moment de la colonisation de l'Afrique, en fait. Et donc, elle est très liée évidemment au patriarcat, au capitalisme, et c'est elle qui est en filigrane, permet toute cette violence à l'encontre d'un peuple, d'un groupe en particulier qui est défini par certains critères physico-culturels. Et en France, bien évidemment, c'est la grande question de l'Algérie, de l'arabe qui est derrière, du danger qu'il représente, de cette construction d'un long préjugé extrêmement tenace, parce qu'il est régulièrement alimenté, en fait. Et dans les cités, que vous évoquez aussi, il y a la politique d'immigration, bien sûr, mais il y a aussi, qui a alimenté, je veux dire, ce préjugé, et qui a œuvré dans le sens de cette stigmatisation, mais il y a aussi la politique d'assignation des quartiers populaires, qui, dès les années 80, quand elle se met en place, la politique de la ville, qui est vraiment la politique qui vise à assister, aider les quartiers populaires à atteindre cette sorte d'égalité avec les autres pans de la ville. En fait, elle était censée être provisoire, elle a été reconduite sous chaque gouvernement depuis 81. Elle était censée être provisoire. Et cette reconduction perpétuelle dit quelque chose aussi d'une volonté de maintenir dans une forme d'assistanat, d'exception, de droit spécifique, une partie de la population. Et ce faisant, elle désigne ces mêmes personnes comme étant problématiques, en fait. Eux, il faut les assister particulièrement, il faut mettre en place des choses, des actions, des politiques, il faut subventionner, il faut assister. Donc, ce faisant, elle les décrète comme étant inadaptés, inadaptables, perpétuellement assistés, incapables de sortir par soi-même, une zone de non-droit, en fait. Donc, une politique spécifique, comme la politique spécifique de l'immigration africaine. En fait. On a spécifié les personnes, on les a particularisées, on a fait un problème particulier avec des lois particulières, en fait. Et donc, il y a tout dans la tête des citoyens lambda, un danger, en fait, un danger interne pour lequel on doit se protéger, pour lequel on doit se défendre, et on tire, et on frappe, et on fait des ratonnades, etc. Et c'est autorisé, et c'est pas puni. Et par contre, quand ces personnes demandent justice, demandent égalité, là, on leur dit « Ah non, mais vous êtes absolument comme tout le monde. Il n'y a pas de droit spécifique pour vous. » Alors que tout le reste de leur vie est conditionné
par un droit particulier spécifique. Et là, on leur dit non, il y a un droit universel républicain, donc il n'y a pas de droit particulier, vous allez avoir les mêmes lois que tout le monde, et là, c'est pas un crime, c'est juste que la personne a usé de sa légitime défense, ou ce que tu as pu entendre en procès Malik, où on explique que non, il n'y a pas une violence particulière à cet endroit-là, non, c'est juste la légitime défense, et il n'y a rien, quoi, il y a à circuler, quoi. Donc cette tension perpétuelle entre être différent et être le même selon les espaces qu'on fréquente. Voilà pour la question que vous souleviez à juste titre sur cette violence et le rapport au colonial et à l'arabe. Ensuite, sur la question concernant la responsabilité que nous avons nous-mêmes dans cette violence et sa reproduction perpétuelle, je dois dire qu'il faut sérieusement se poser la question, elle est extrêmement pertinente, et c'est une question difficile à plus d'un titre, parce qu'elle implique de plus seulement remettre en cause un système, mais notre propre rôle et fonction dans ce système, et ça demande un éveil de sa propre conscience, une introspection très forte, mais pas seulement individuelle, collective. Et c'est là que ça devient difficile aussi, c'est qu'on essaie de penser ça collectivement, et en dépit des intérêts particuliers qu'on aurait chacun à trouver dans un système qui est bancal, mais auquel tout le monde a sa carte à tirer du jeu, disons. Et en sociologie, du coup, c'est ce qu'on appelle la violence symbolique. J'en parlais rapidement tout à l'heure, c'est la manière dont les dominés, pour le dire rapidement, vont eux-mêmes participer à leur domination. Et donc, il y a plein d'explications sociologiques à ça, mais globalement, c'est tout un système aussi qui favorise cette auto-violence qu'on se fait, ou la manière dont on ne dit rien, dont on passe à côté, dont on préfère penser à son intérêt particulier plutôt que collectif, tout un espèce de système aussi qui permet que ça arrive et que ça perdure aussi. Et il y a une responsabilité bien sûr individuelle, collective, du groupe visé, à trouver ensemble, et la force du collectif, elle peut advenir, elle peut être très vite fragilisée aussi, en fait. On le voit aussi ici à Marseille aussi, en France d'ailleurs, quand des collectifs se montent, la manière dont très vite ils peuvent s'autodétruire, en fait. C'est assez saisissant. Et ici à Marseille, c'est souvent pour des raisons, quand approche la période électorale et que les politiciens qui sont très fins essayent de... Il y a un grand problème aussi de clientélisme ici, en fait. Donc, il y a tout un enjeu politique, très bien des fois, de reconnaissance aussi, qui fait que ça explose le collectif et les enjeux collectifs, justement, et on va s'arrêter sur des trucs très particuliers. Donc oui, il y a une responsabilité, et oui, il y a une vraie réflexion à mener là-dessus, qui n'est pas évidente. Et sur l'évolution, pour la dernière remarque de cette violence-là, s'il y a recrudescence, décadence, en tout cas notamment sur la question de l'islam, sur ce fil précisément de l'islamophobie, dans les archives, je ne vois pas, il y a très peu de références à l'islam dans les années 70, de la part des politiques publiques, j'entends. Très peu, ou pas du tout. Hein. C'est essentiellement vraiment la question de l'insalubrité qui est très mise en avant, la question de la santé publique, qui sont insalubres, la question du danger pour l'ordre public. Ordre public et santé publique, c'est les deux premiers trucs qui sont mis en avant. Donc l'arabe, le noir, par essence porteur de maladies, par essence porteur de violence, par essence qui va créer des problèmes de cohabitation, parce que sa langue est différente, parce qu'ils mangent comme ça, parce qu'ils parlent comme ça, etc., parce qu'ils aiment bien habiter ensemble et qu'ils font du bruit, etc. Mais la question de l'islam est très très peu présente dans les 70. Alors c'est dur à expliquer, je ne sais pas comment ça se fait, je ne sais pas si c'est lié à la période, ce qui s'est passé en Algérie, à la migration en soi. Quelle place l'islam occupait dans les familles, et s'il y avait des représentations religieuses aussi à l'époque qui permettaient que ça soit manifeste. Peut-être que vu que ce n'était pas manifeste, les politiques n'ont pas attaqué sur ce point-là, et que plus les musulmans ont voulu avoir des espaces où pratiquer leur culte, c'est-à-dire des mosquées, c'est-à-dire des représentants aussi spirituels, plus l'État français a commencé à attaquer aussi à cet endroit-là. Et bien sûr, il y a eu tout un contexte à partir, disons, de la révolution iranienne, de l'affaire Salman Rushdie, des premières affaires du voile enfant, donc fin 70-80. Là, la question de l'islam commence à ressortir en fait dans les médias, dans les discours politiques, publics et dans les discours médiatiques par extension. Merci Rachid. Je pense que Souleymane Rushdie a été un outil bien exploité, bien programmé pour attaquer l'islam, les musulmans. C'est un comédien parmi des autres comédiens, comme on voit. Parfois, la politique internationale est dirigée par des comédiens. Hein. C'est le cas de Zelensky et tout. Même nous, comme des peuples arabes et musulmans, nous sommes
dirigés par des comédiens, mais ne sont pas professionnels, nos comédiens, contrairement aux autres. Rachid Ibrahim, ça a été un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Merci infiniment pour votre disponibilité, pour votre présence remarquable. Merci infiniment pour notre frère aussi et référent scientifique, mon professeur Boumediene Ben Yahia. Merci infiniment, Dr Malik Bezouh. Merci infiniment aussi pour la Fondation islamique et culturelle FICA d'Ahl Bayt, pour être toujours à côté de nous comme un symbole d'unité dans l'islam, un symbole de travail commun pour se lever des défis communs. Merci infiniment. On vous recevra, Rachid Ibrahim, le 25 à Genève dans le cadre de l'organisation de la Journée internationale de la Sophie en partenariat avec l'Institut Kalima, avec la Fondation islamique et culturelle d'Ahl Bayt. Merci madame, 1000 fois, elf shukr, et à la prochaine et bonne nuit. Merci infiniment. Au revoir. Merci beaucoup à vous. Merci infiniment pour votre accueil. Merci. Merci. Au revoir. Merci infiniment. Soirée.